Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tout premier webinaire du Corner de l'innovation autour de la thématique de l'engagement et du recrutement, de la remobilisation et de l'accompagnement vers une insertion durable des publics les plus éloignés de l'emploi. Merci à vous d'avoir répondu présent. Vous êtes près de 1000 personnes à être inscrites et nous sommes ensemble pour 1 heure. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Je suis Nathalie Le Goupil, chargée de mission région à Centre Info et je pilote le Corner de l'innovation. Le Corner, en quelques mots, lancé début 2022 et porté par Centre Info, il rassemble une douzaine de startups dans le champ de l'innovation au sens large, sociale et écologique, qui développent des solutions digitales ou non pour répondre à des besoins de transition et notamment en termes de formation, d'accompagnement et de transition professionnelle. Dans l'optique de devenir la vitrine des innovations pédagogiques et digitales de l'écosystème, Centre Info, avec le Corner, vise à valoriser les innovations dans le champ de l'emploi, formation, orientation professionnelle, à faciliter également les échanges entre les acteurs traditionnels du secteur de la formation et de l'orientation, les universitaires et les startups et pure players digitaux, et à mettre en visibilité les startups. Notamment, il leur offre la possibilité d'intervenir dans des manifestations comme l'Université d'hiver de la formation professionnelle ou à développer également un site dédié Corner de l'innovation. Enfin, il vise aussi à les mettre en réseau entre elles. Je remercie donc nos deux startups du Corner, Mon Coach Mobilité et Olesio, qui innovent encore aujourd'hui en proposant chacun à leur manière des réponses nouvelles et concrètes. Je vous présente donc les intervenants. Vincent Dartigue, dirigeant de Mon Coach Mobilité. Sébastien Lévy-Prudent, cofondateur d'Olesio. Bonjour. Et Pauline Brisson, qui l'accompagne, et responsable des partenariats également d'Olesio. Bonjour. Venons-en au menu de ce webinaire. Dans un contexte où les tensions sur le marché du travail sont importantes, où de nombreuses personnes restent à l'écart du marché de l'emploi, il s'agit tout d'abord de mettre en évidence les dispositifs de repérage de ces publics dans une optique d'insertion professionnelle. Puis, nous montrerons quels sont les leviers d'insertion pour ces publics en difficulté et les dispositifs concrets de remobilisation, et ce, à travers le regard croisé d'Olesio et de Mon Coach Mobilité. Nous allons découvrir comment ces startups, souvent plus agiles et plus proches du terrain, arrivent à créer de nouvelles passerelles, là où des dispositifs classiques peinent parfois à aller jusqu'au bout. Avant de leur laisser la parole, je voudrais préciser des aspects plus logistiques. Vous pourrez poser vos questions donc, dans le chat sur l'onglet questions-réponses. Ces questions seront relayées et posées dans un temps imparti en fin de présentation de chaque intervenant. Vous pouvez dès à présent également télécharger le support de présentation. Et puis enfin, si vous êtes inscrit et si vous ne pouvez pas assister ce matin ou si vous ne pouvez rester, un replay de ce webinaire, de cette séquence sera disponible en illimité. Je laisse la parole à la place à Sébastien Lévy-Prudent et à Pauline Brisson d'Olesio pour présenter leur activité, mais aussi à Sébastien en particulier pour nous dire tout d'abord pourquoi ce sujet de la remobilisation des publics en difficulté a été retenu et de l'importance de le traiter. Merci Sébastien. Merci. Alors oui, c'est un enjeu essentiel. Alors c'est un enjeu pour les acteurs économiques parce qu'on va en parler, mais les tensions au recrutement vont faire en fait que s'accroître dans les prochaines années, au-delà d'effets conjoncturels qu'on peut avoir actuellement. C'est un enjeu bien évidemment pour les publics qui sont concernés, qui ont du mal à s'insérer et qu'il faut du coup accompagner, mais ça veut dire les repérer et essayer de les orienter vers les opportunités qui sont adaptées. Et puis c'est un enjeu sociétal en fait d'égalité face à l'accès à l'emploi. Donc pour toutes ces raisons, il nous paraissait important de organiser ce partage d'expérience. Juste pour redire 2 mots avant depuis quelle fenêtre qu'on vous parle, Olesio. Alors du coup, nous, on est spécialisé sur les questions d'orientation, d'emploi et de formation. On intervient sur 3 grands axes.
Le premier sont des actions de communication. Donc, on intervient sur des vidéos sur les réseaux sociaux, sur des solutions numériques de découverte des métiers, de connaissance de soi, ou encore sur des formations des prescripteurs ou des publics cibles. Donc, les prescripteurs, ça va être les parents, les professeurs, les conseillers d'orientation ou d'insertion pour ces questions d'orientation. Le deuxième levier, c'est celui qu'on va plus travailler aujourd'hui, c'est comment identifier, attirer et engager dans des actions de repérage ou de pré-recrutement des publics éloignés de l'emploi. Alors, quand on dit déjà public éloigné de l'emploi, de quoi on parle? C'est déjà, on pense souvent aux jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires de la ville, de zones rurales, mais pas que. En fait, on va aussi avoir tous les publics en situation de handicap ou des publics qui sont moins insérés dans l'emploi dans certains secteurs. Par exemple, les femmes dans des secteurs qui vont être très masculinisés. Et puis, on réalise également des études dans ce champ-là, ce qui nous permet d'asseoir en fait une bonne connaissance au travers de travaux qu'on mène pour les acteurs publics et privés sur les métiers, les besoins en compétences et l'orientation tout au long de la vie. Alors là, juste, on vous a mis quelques illustrations de support. Donc, on réalise en effet, donc là, c'est des images. Là, ça a bien passé. Je sélectionne directement en dessous. Voilà. Ouais. Ah, donc, c'est pour des illustrations de type de vidéo ou d'outils. L'outil de connaissance de soi, c'est origami.app, origame.app. C'est justement un outil, par exemple, pour faire se tester les bénéficiaires en amont et c'est gratuit pour eux. On vous invite à tester. Et ensuite encore, voilà. Ça, c'est un exemple d'opération. Donc, on vous en décrira plusieurs pour vous décrypter ce qui nous semble être des bonnes pratiques dans le cadre d'opérations de repérage. Les opérations de repérage, ça peut être sur des opérations qui sont assez massives, nationales, mais ça peut être aussi très local. C'est pour ça qu'on a choisi cet exemple-là. Là, c'est dans le cadre d'une opération pour les apprentis d'Auteuil et Habitat des jeunes en Albigeois. Donc, c'est un petit territoire qui avait besoin de repérer des jeunes pour entrer dans le dispositif du CEJ que vous connaissez. Et donc, en 3 mois, en fait, on a pu repérer 371 jeunes, dont 240 étaient effectivement éligibles au regard de l'ensemble des critères des apprentis d'Auteuil. Souvent, en fait, c'est pour ça qu'on nous appelle, c'est pour des opérations liées au CEJ, aux AMI, aux 2R, à des questions de décrocheurs scolaires et d'orientation vers l'EPSAD, et avec des difficultés parfois justement à trouver en fait les jeunes qui pourraient bénéficier de ces dispositifs. Alors, je vous disais du coup, le premier point, c'est de remettre en contexte. C'est pourquoi on parle de ça. Parce qu'en effet, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu individuel. Et aujourd'hui, les tensions au recrutement, elles sont déjà massives. En 2025, c'est un projet de recrutement sur 2, selon les données de France Travail, qui était anticipé comme difficile par les employeurs. Alors, essentiellement par manque de candidats. Et là, la courbe que vous voyez avec la chute vertigineuse, c'est la courbe des naissances. Et si en 2010, en gros, il y a 15 ans, on était à 830 000 naissances par an, en 2024, on était à 660 000 naissances. Ça veut dire moins 160 000 personnes qui, dans 20 ans, arriveront sur le marché de l'emploi. Donc les tensions qu'on rencontre, elles vont structurellement augmenter. Le deuxième chiffre qui va s'afficher, c'est l'étude de France Stratégie et d'Adares sur les perspectives de création d'emplois. En gros, ils estimaient que sur la période 2019-2030, structurellement, on allait créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois, ça veut dire 1 million d'actifs à aller chercher en plus, en additionnel, au-delà des départs en retraite, pour voir en fait des recrutements. On voit que le défi il est colossal et que du coup tout le monde a intérêt en fait à se dire comment on va chercher ces publics qui sont éloignés. Parce que, et c'est le troisième chiffre, on a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées. On a plus de 3 millions de personnes aujourd'hui qui sont sans emploi et on a plusieurs causes nationales. On a la question des jeunes notamment et des seniors. Les jeunes sans emploi, et les NEET, ni en études, ni en emploi, ni en formation, c'est 16,7% sur la tranche des 20-24 ans. Ce qui est énorme puisque c'est supérieur à la moyenne de l'OCDE et c'est pratiquement 2 fois en fait le volume en pourcentage, ce qui est constaté en Allemagne. Donc voilà, il y a en fait un enjeu social et sociétal à aller chercher ces publics et à essayer de les engager et de les orienter vers des opportunités qui peuvent les intéresser. Mais près de 17% de jeunes sans solution,
le repérage doit être relativement simple avec de tels volumes potentiels. Alors, c'est le piège, c'est que du coup, typiquement, quand on se dit ça, on se dit, bon, bah, c'est bon, en fait, en gros, j'ai 2 millions de personnes juste chez les jeunes qui n'ont pas de solution. Si je fais un truc massif sur les réseaux sociaux via un gros influenceur ou juste avant le 20h, bah, statistiquement, je vais ramasser du monde, quoi. Alors, ça marche pas du tout comme ça. Et c'est pas, on va dire, plus l'approche est massive, et nous, en fait, c'est notre constat, hein, mais, et moins ça fonctionne. En revanche, plus on parle spécifiquement aux personnes, et Pauline va le détailler, et plus on va être en capacité de repérer des gens, et de repérer des gens qui vont être informés et qui seront susceptibles de s'engager dans la durée. Si je compare, par exemple, c'est pareil, si on fait du repérage pour des CFA, le but n'est pas de vendre à tout prix en fait, une entrée en formation, sinon on va avoir une rupture dans quelques mois. Et ça coûte très cher à l'individu et à la collectivité. Donc le but, c'est vraiment de trouver les personnes qui seront les plus à même de s'engager. Et alors, en effet, il y a une véritable méthodologie qu'on peut mettre en place. Là, je vais vous en partager 4 principes qui, par expérience, chez Olesio, nous guident vers une opération plutôt réussie. Dans un premier temps, c'est ce que vous voyez, le premier grand principe, c'est ne pas confondre la mise en visibilité et les actions de repérage. Donc, d'un côté, on a les actions qui sont de l'ordre de la publicité, de la notoriété, de la mise en visibilité, qui apportent une information, qui a une visée plutôt éducative, même parfois pédagogique, mais qui n'amène pas un passage à l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie de sourcing, à la différence du repérage, qui permet de cibler, de repérer les personnes qui sont réellement, qui pourraient être intéressées et qui expriment un besoin. Donc là, on apporte plutôt une réponse à un besoin. Pour vous donner un exemple, on peut vouloir faire des annonces, par exemple, à la télé, faire des spots publicitaires, de la publicité qui va devant une audience souvent immense, et ça ne garantit en rien, en fait, une entrée en formation, une entrée en dispositif, parce que c'est un volume de personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Donc, ça apporte une information sans passage à l'action. Ça peut aider, par exemple, à déconstruire des préjugés, à travailler sur l'image ou la notoriété. Donc, on connaîtra mieux, en fait, un métier ou un secteur et on aura une image qui peut évoluer, mais c'est pas fait, en fait, pour générer tout de suite derrière une action, en fait, d'engagement dans un parcours. Et justement, alors pour engager en fait, pour engager les publics dans un parcours, pour les repérer, c'est le deuxième principe. Il est bien important d'identifier en fait les profils à repérer pour sur nos supports de communication, adapter les éléments de langage, adapter le discours. Alors ça peut être l'âge des publics selon son profil, la localisation, ça peut être des intérêts professionnels, des centres d'intérêt, tout ce qui va faire que tous les éléments qui vont faire que les publics vont s'identifier et vont pouvoir adhérer au message. Si je prends l'exemple, par exemple, on peut prendre l'exemple du secteur de l'ESS. Donc, on va bien identifier, par exemple, quelles sont les valeurs de l'ESS, qu'est-ce qui va faire que ce secteur-là va se distinguer, quelle va être sa valeur ajoutée. Et ensuite, on va aller se poser la question du profil des personnes qui peuvent être intéressées. En fait, on va aller vers les profils sur lesquels on peut réellement avoir un impact. Si on donne, par exemple, un autre exemple aussi, c'est de se dire si demain, vous, qui écoutez, vous devez présenter votre secteur ou votre métier aux 20h de France 2, vous allez probablement le décrire différemment de si vous êtes en face de quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre métier parce qu'il partage un certain nombre de valeurs, parce que par rapport à sa situation sociale, par rapport à ses appétences, il y a des choses qui vont résonner. Vous allez adapter le discours. Là, c'est de dire, c'est la même chose en fait. Dans une opération de repérage, vous allez plutôt essayer d'identifier qui pourrait avoir, chez qui ça pourrait résonner, et du coup, vous allez construire en fait tout un discours et des canaux de communication spécifiques à ces publics. Et alors, troisième principe, on commence par un constat. Le repérage, effectivement, ça a un coût. Chaque personne repérée a un coût unitaire. Et donc, il y a besoin d'avoir une approche analytique et d'avoir les bons outils pour mener ces actions. Dans le but, dans un premier temps,
de minimiser le taux de perdition, d'avoir le taux de perdition le plus faible entre la personne qui va arriver sur notre premier support de communication, ça va être par exemple un site internet, celle qui va ensuite remplir le formulaire, son contact va être transmis à la structure d'accompagnement, il va être rappelé. Donc voilà, il faut minimiser entre toutes ces étapes, plutôt il y a de fortes chances de déperdition, et donc il faut bien analyser l'origine de ce taux de déperdition pour pouvoir améliorer en continu les campagnes de communication. Par exemple, dans le formulaire, on va pouvoir identifier que c'est la question 5 qui pose problème, ou du moins, c'est là où il y a davantage de personnes qui, à ce moment-là, abandonnent le processus et ne continuent pas la démarche. Et pour ça, pour minimiser ce taux de perdition, il y a aussi besoin d'outils qui sont efficaces et adaptés, parce qu'on doit transmettre le contact le plus rapidement possible à la structure d'accompagnement, puisque elle-même doit recontacter la personne le plus rapidement possible. Donc ça demande des outils spécialisés, adaptés, et qui soient vraiment efficaces pour justement limiter, le but étant de limiter le taux de décrochage, le taux de déperdition pendant le processus. C'est un peu comme quelqu'un l'autre jour me faisait la réflexion, en fait, on peut tous être photographe, on peut tous faire une très belle photo. La différence entre un vrai photographe professionnel et nous, en fait, c'est que le photographe professionnel, il lui faudra 3 clichés pour en faire une belle. Nous, il nous en fera peut-être 1000. Et là, c'est pareil, c'est que si vous avez un budget de 20 000 euros pour faire du repérage, la question, c'est que si c'est très bien optimisé, peut-être des 20 000 personnes que vous aurez repérées à 1 euro du clic, vous en aurez 200 qui effectivement vont rentrer dans un parcours parce que vous avez optimisé à chaque étape le fait qu'il n'y en ait pas qui décrochent. Et si vous ne faites pas ce travail, finalement, vous aurez un fort taux de décrochage à chaque étape, et en fait, vous en aurez 2 au bout du compte qui sont dans un parcours. Et là, du coup, 2 pour 20 000 euros, ça fait cher du repérage. Et donc justement, toujours dans cette optique de limiter le décrochage et de minimiser le taux de déperdition, on en arrive au 4e principe, qui est de vraiment et ça, on appuie vraiment dessus, c'est vraiment important pour nous. Il faut créer un lien et maintenir un lien avec les publics repérés jusqu'à leur insertion, mais surtout à partir du moment où ils ont fini de remplir le formulaire. Donc nous, ce qu'on fait chez Olesio, par exemple, c'est que on leur envoie, on est un premier accompagnement, un premier contact humain, et on leur envoie des SMS, des mails, des messages sur WhatsApp, où on leur donne des informations sur le dispositif, on peut leur donner des conseils, des outils pour eux. Par exemple, on leur donne souvent des tests de connaissance de soi, comme Origami, dont Sébastien vous a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment indispensable pour optimiser la joignabilité de ces publics une fois qu'ils vont être rappelés par la structure d'accompagnement, et surtout pour les encourager à continuer leur démarche et à ne pas décrocher. Alors, on voit beaucoup d'initiatives de vidéos, de jeux en promotion des métiers. Et quelle évaluation faites-vous? C'est une très bonne question. En effet, il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années sur des actions de ce type-là, mais justement sans trop d'évaluation. Je pense qu'on arrive dans une ère où à la fois les finances et les finances publiques sont contraintes, et du coup, on a plus de retours. Ce qu'on voit déjà, c'est de se poser la question, c'est essentiel. Nous, on voit dans les acteurs un peu 4 niveaux de maturité, si je schématise, mais bon, il y a 0, c'est je fais rien, j'ai pas encore commencé à communiquer, je me pose la question, etc. Le premier niveau, ça serait je communique, c'est-à-dire voilà, je sais qu'il faut communiquer, donc je fais une vidéo, je la pousse, et puis j'ai fait le travail, voilà. Et je me préoccupe pas forcément de quel est son degré de diffusion. Le deuxième niveau, c'est je fais en fait des contenus, et là, j'essaie de mesurer quel est le taux de diffusion et d'engagement. J'ai regardé des nombres de vues, des nombres d'interactions, etc. Donc, je regarde en fait quel est déjà l'impact en termes d'audience touchée. Et le troisième niveau, je dirais, c'est des personnes qui vont se dire, je communique et je me pose des questions vraiment fines sur pourquoi je communique. Et ce ne sera pas pareil de se dire, je communique parce que je veux développer une autorité, parce que je veux corriger mon image, parce que je veux générer des candidats en nombre important dans mes CFA, parce que je veux que les gens qui sortent de formation aillent plutôt vers mon secteur que vers un autre, parce que je veux faire évoluer le nombre de vœux sur Parcoursup.
vraiment, encore une fois, la finalité de l'action va générer en fait des métriques que je vais suivre. Et derrière, comme disait Pauline, je vais corriger l'ensemble de ma chaîne finalement de repérage pour optimiser cet indicateur-là. Voilà. Quelques exemples ensuite. Ouais, bah, pour finir, du coup, on présente deux exemples au-delà de celui qu'on avait cité tout à l'heure sur le Tarn. Donc là, c'est des exemples un peu plus importants en volume. La première, c'était lié à un appel à projet de l'État sur ce qui était qualifié de maraude numérique. Donc l'idée, c'était de repérer des jeunes qui sont ni en études, ni en emploi, ni en formation invisibles, donc non repérés par le service public de l'emploi. Ce qui a été fait, du coup, c'était vraiment de fortement contextualiser, comme on vous disait, à la fois les approches et derrière tout le chemin d'accompagnement du repérage du jeune. Donc, les approches, ça a été par exemple de se dire, si je suis un jeune NEET invisible, c'est quoi typiquement les questionnements ou les formulations que je vais taper sur Internet. Donc, par exemple, il cherche, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et donc, soit parce que je vais créer des contenus où je vais cibler en sponsorisé des requêtes de ce type-là, je vais m'adresser en réponse finalement à cette requête-là. Ou je cherche un emploi sans diplôme. Donc des gens vont formuler ça sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Donc nous, on va aller chercher plutôt ceux qui formulent ça. Donc c'est ce qu'on appelle nous des intentionnistes. Et on va répondre par rapport à ça. On répond et on a construit avec France Travail et les missions locales des pages d'accueil par région sur lesquelles en fait on adaptait les visuels, les textes, les messages de réassurance pour qu'ils arrivent dans un univers connu par rapport à des choses qui, visuellement, en termes d'acteurs qui connaissent, qui leur parlent. Et puis après, il y a tout le travail, en effet, de formulaire qui est expliqué par Pauline et de SAS un peu pour le temps que le partenaire, qui soit France Travail, Mission Locale, l'AFPA, les écoles de la deuxième chance, les apprentis d'Auteuil, en attendant qu'ils les rappellent, qu'on leur montre qu'il y a plein de choses qui existent, qu'il y a des dispositifs, etc. Et du coup, quand on fait ce travail-là, ça paye. Et là, les résultats, c'est ce qui va s'afficher du coup sur la gauche. C'est qu'en 12 mois, ça a permis de repérer un peu plus de 16 000 NEET. Et dès lors qu'ils arrivaient à être rappelés, c'était en gros 50% des cas, par les services des acteurs que j'ai cités, qui travaillent avec nous sur cette action de repérage, dans 38% des cas, pour ceux qui étaient rappelés, il y avait un engagement dans un parcours, donc qui rentrait dans un dispositif type CEJ ou autre. Et donc, encore une fois, là, c'est vraiment cette histoire d'entonnoir. C'est-à-dire que pour en avoir 16 000, en fait, vous en touchez peut-être 1 million ou 2 millions. L'idée, c'est d'avoir 16 000 qui vont jusqu'au bout du formulaire. De ces 16 000, il faut réussir à faire en sorte qu'ils vont décrocher quand on va les appeler. Et puis après, quand on les décroche, faire en sorte qu'ils s'engagent dans un parcours. D'accord. Et vous parliez de féminisation aussi Alors, ça arrive juste après dans l'exemple sur la sécurité. Ouais. Alors, justement, le deuxième exemple, là, c'est une autre action qu'on a menée de grande ampleur. On devait repérer des potentiels candidats à la formation CQP PSGE, donc pour devenir agent de sécurité événementielle. Là, c'était dans le cadre des grands événements sportifs de l'été 2024 et plus, puisque les personnes qui entraient en formation pouvaient travailler pendant cet événement et puis continuer par la suite. Donc là, pareil, on a eu des chiffres, des résultats qui étaient assez intéressants. On a repéré environ 19 500 personnes qui étaient donc intéressées pour entrer en formation. Et à la fin, il y en a finalement 3 300 qui sont allés au bout du processus de candidature et dont les dossiers ont été acceptés par le CNAPS, dont le ministère du Travail. Et là, parmi les profils qu'on a repérés, finalement, c'était assez large. Alors, il y avait des jeunes qui pouvaient être en situation effectivement de décrochage, des étudiants, des personnes demandeurs d'emploi, des personnes à temps partiel, des seniors également. Donc, il y avait une diversité assez importante. Ce qui nous a permis de garantir un peu cette diversité, c'est justement la diversité des canaux de repérage. Donc là, ce dont on vous parle, c'est beaucoup des méthodes de repérage digital, donc en ligne. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment adopté une méthode complémentaire à travers des relais de terrain. Donc, on a contacté la grande majorité, par exemple, des bureaux info-jeunesse des mairies en Île-de-France, que je ne l'ai pas précisé, mais c'était une action qui était ciblée. Là, on parle de l'Île-de-France. On a contacté plein d'associations de quartier, des clubs de sport, plein
en fait, de structures qui sont en lien avec des publics qui n'ont pas été forcément présents en fait, sur nos canaux habituels digitaux. Et on leur a fourni des affiches, des flyers, des supports, des contenus à diffuser sur les réseaux sociaux pour qu'eux-mêmes puissent faire le lien et les transmettre à ces publics-là. C'est une action qui a pas mal fonctionné. On a eu aussi beaucoup de relais de ce côté-là. Et cette diversification, donc des publics par la diversification donc des canaux de repérage, ça nous a permis d'avoir également une proportion assez intéressante de femmes, puisqu'on a repéré, parmi les personnes repérées, 44% étaient des femmes, alors que d'habitude dans le secteur, il n'y a que, il me semble, 14% de femmes. Donc effectivement, ce qu'on voit, alors qu'est-ce qu'on a fait, c'est que notamment dans tous nos supports, donc c'est surtout des sites internet, à travers les images, on a essayé de garantir une parité, et puis surtout dans tous les éléments de langage, les éléments de communication étaient non genrés, en fait, ce qui aide les femmes à s'identifier à ces messages. D'accord, mais donc en parlant de féminisation, est-ce que selon la campagne, on pourrait avoir des résultats équivalents du coup pour d'autres publics qui peuvent être discriminés ou qui s'autocensurent pour postuler dans certains secteurs? Oui, comme le disait Pauline, c'est vrai que les approches en fait maraude physique et maraude numérique sont très complémentaires. L'intérêt sur ces questions de potentielle discrimination ou autocensure sur les maraudes numériques, c'est qu'on est seul face à son écran de téléphone ou son écran d'ordinateur. Ce qu'on voyait, ce qu'on nous remontait du terrain, c'est que parfois, en fait, du fait de l'entourage, de l'environnement, il y a une forme de pression sociale qui vont faire que on ne va pas se déclarer potentiellement intéressé parce que finalement, il y a des personnes qui sont autour. Quand je suis seul face à mon écran, déjà, potentiellement, je peux me déclarer intéressé pour un sujet que je n'aurais pas à avouer aux autres. Et puis deux, le message, on peut en effet le personnaliser. Et en effet, demain, on pourrait le faire, ou on peut le faire parfois sur des publics en situation de handicap, sur des publics seniors. Mais là, comme le disait Pauline, en effet, sur les femmes, typiquement, on allait faire même de l'humour sur il n'y a pas besoin de faire 2,20 m et d'avoir fait 10 ans de taekwondo pour être agent de sécurité durant ces événements-là. Le job, c'est plus, en fait, comme les gens qui sont à l'accueil de Roland-Garros, que plutôt un videur en boîte de nuit, quoi. Et donc, on travaillait sur ces représentations-là et on avait des bons résultats. Alors, votre présentation est très riche, du coup, elle suscite beaucoup de questions. Okay. On va laisser un petit temps pour pouvoir y répondre. Nous avons la première, par exemple, je travaille pour un projet Q2R sur un public très éloigné de l'emploi, mais qui n'est pas celui des seniors, 55 à 67 ans. Avez-vous mené des opérations vers les seniors? Oui. Oui, alors du coup, c'est ce que disait Pauline, on est pas mal sollicité sur les AMI-E2R parce que du coup, il y a beaucoup de structures qui sont locales, qui ont des vraies capacités d'accompagnement, pas forcément celles de repérer. Et donc, sur les seniors, par exemple, sur les agents de sécurité, là, on avait identifié un potentiel sur même des retraités qui, en complément de retraite, pouvaient être intéressés pour faire des piges, entre guillemets, en tant qu'agent de sécurité. Et du coup, en effet, on avait, pareil, travaillé en fait ces canaux, ces messages, des relais via certains acteurs. Et on avait 10 à 20% de l'ensemble de ceux qui étaient repérés qui venaient de ce profil, de ce segment-là, en fait. Ouais. Merci. Une autre question. Que voulez-vous dire par insertion? Pouvez-vous préciser les étapes? Est-ce l'insertion au sens d'avoir trouvé un emploi ou bien être dans un parcours qui aide à mieux s'insérer? Peut-être qu'on alors il y a les deux, ça fait une transition avec ce qui va être présenté, mais alors nous, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire qu'on est sollicité soit pour l'entrée en formation, donc c'était le cas du cycle PSGE, c'est le cas d'un certain nombre de CFA qui ont du mal à remplir leur session, soit pour de l'entrée dans le dispositif public, c'était par exemple le cas du CEJ que je citais tout à l'heure, soit sur du pré-recrutement, là on va nous dire, voilà, nous on est prêt en fait à former les personnes si elles arrivent chez nous. En revanche, il faut qu'on qualifie un certain nombre de points et qu'on en repère un volume important. Donc, voilà, c'est ces trois types d'insertion sur lesquels on peut travailler avec ces méthodes-là. Tout à fait autre chose sur les exemples que vous avez donnés. Y a-t-il un lien, nous demandons, entre maraude numérique et promeneur du net? Alors, on avait contacté, en fait, dans le cadre des maraudes numériques sur les promeneurs du net, qui est une initiative
Et pour regarder les convergences, et donc oui, il y a des liens dans le sens de, on est sur une approche en effet numérique d'aller vers, avec après peut-être des méthodologies parfois qui diffèrent, là où nous on est vraiment sur du aller vers pour des actions de repérage par rapport à des opérations ciblées. Et donc ça veut dire qu'en effet il y a une intention et un objectif qui va être mesuré, parce qu'on va être aussi objectivé là-dessus, sur un nombre de personnes repérées qui s'engagent effectivement dans le dispositif et qui répondent à un certain nombre de critères. Une dernière question, si vous souhaitez répondre, si vous pouvez répondre, cette expérience, bien sûr, serait transposable pour masculiniser le secteur de la santé. Avez-vous déjà des expériences pour ce secteur? Alors, on a des expériences sur le santé sociale, en effet, pour des repérages sur des CFA. J'ai pas les chiffres sur le côté masculinisation, mais oui, ce qui est vrai du coup du côté féminisation de secteurs qui sont masculinisés comme le BTP ou la sécurité, bah, elles sont complètement transposables de l'autre côté, parce qu'on va travailler à nouveau sur des représentations, sur quels bénéfices des hommes pourraient avoir, pourquoi c'est important qu'il y ait aussi des hommes qui s'engagent en fait dans ces secteurs-là. Là, on a travaillé récemment sur une émission avec l'APHP sur T'as fait comment, TA2FER, plus loin comment, sur YouTube, sur les métiers de la santé et de la santé mentale. Mais du coup, en effet, l'idée, c'est de soit avoir une approche qui est non-genrée, soit au contraire, c'est d'essayer de faire de l'équité, c'est-à-dire de se dire, pour avoir de l'équité, bah, il faut leur parler différemment, en fait, et leur montrer d'autres choses qu'on le ferait si on communique à l'ensemble de la population. Donc, contactez-nous et on y travaille ensemble avec plaisir. Merci Sébastien, merci Pauline pour cette première partie sur le repérage plus des publics. On va laisser la place à Vincent Darty, mon coach mobilité, pour nous parler et nous dire comment lever les freins, quel levier pour remettre sur le marché de l'emploi les publics en insertion. Mais peut-être qu'avant, il va proposer une présentation de ce qu'on fait au sein de mon coach mobilité, bien sûr. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux de cette occasion de partager notre expérience sur justement l'accompagnement vers l'insertion, donc là en l'occurrence professionnelle, des personnes éloignées de l'emploi. Quelques mots peut-être simplement sur mon coach mobilité en préalable. Donc depuis 2020, on propose des solutions nouvelles pour aider, dans l'objectif de aider chacun à trouver sa place, autour de 2 départements indépendants. Un département transition professionnelle qui s'adresse davantage aux DRH et qui accompagne les collaborateurs ou les salariés dans leur mobilité professionnelle, interne, externe, individuelle ou collective. Et puis donc le département insertion que je dirige. L'idée, c'est réellement, depuis le départ, c'est de mobiliser l'innovation sous toutes ses formes, pas seulement effectivement technologique, l'innovation digitale, l'innovation pédagogique, l'innovation dans l'organisation des outils, l'innovation dans les business models pour proposer les solutions les plus efficaces. Et effectivement, c'est ce qu'on réussit à faire. Vous en avez un exemple dans l'expérimentation sur le RSA, pour accompagner les bénéficiaires du RSA. C'était encore, pardon, sur la slide précédente, mais 69% de personnes qui vont accéder à l'emploi en moins de 5 mois, dont 2 tiers en CDI ou CDD de plus de 7 mois. Donc, cette efficacité nous a permis de convaincre un certain nombre de clients importants et puis gagner un certain nombre de trophées dont on est fier et de faire partie du corner de l'innovation. Pour définir effectivement la méthodologie de notre approche et atteindre ce niveau d'efficacité, on est vraiment reparti des besoins pour définir les enjeux de l'accompagnement à mettre en place. Ces besoins, ils sont communs. Le fait, par exemple, l'idée de fournir un cadre structuré et réhabilité pendant lequel on a du mal à savoir par où commencer, par quel bout prendre les choses, qu'est-ce que je fais ce matin, etc., comment je m'organise. Prendre en compte l'ensemble des besoins, parce qu'on se rend compte que
c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours historiquement qui sont organisés autour de, bien sûr, je vais faire un CV, je vais faire ceci, une lettre de motivation, etc. Mais qu'il y a un nombre important de besoins qui vont être laissés de côté. Comment j'organise ma journée, comment je maintiens ma motivation dans la durée, au bout de 3 mois, 4 mois, comment je fais en sorte de continuer à me motiver, comment est-ce que peut-être je m'engage dans d'autres activités parce qu'en fait ça va nourrir ma rencontre des autres et mon réseau, comment j'apprends à gérer mon stress, etc., etc. Comment, du coup, évidemment, je mets les gens en mouvement, comment je réussis à les responsabiliser en n'oubliant jamais que c'est toujours la personne qui trouve un travail. On ne trouve pas du travail pour les gens. Ce sont les gens qui trouvent du travail et qui, effectivement, vont convaincre un employeur qu'ils sont la bonne personne. Et cette mise en mouvement, le corollaire, c'est le fait de l'accompagner, de la soutenir en continu. Et là, c'est un point vraiment très important pour ces publics vulnérables, sur effectivement l'idée de tenir par la main, effectivement d'aller très loin dans cet accompagnement-là, avec notamment face à une problématique spécifique qui est quand même liée à une grande solitude pour un nombre important de personnes, par exemple quand on accompagne les bénéficiaires du RSA, et puis pour tous ces publics éloignés de l'emploi, une vraie problématique de confiance en soi qui vient pénaliser fortement l'accès à l'emploi, maintenir la motivation dans la durée, et puis lever les freins et notamment l'ensemble des problématiques connexes. Parce qu'en fait, le problème d'une personne, c'est de commencer sa recherche d'emploi. Hein, donc, typiquement, j'ai des problèmes de transport, j'ai des problèmes évidemment de budget, j'ai des problèmes de garde d'enfants, j'ai des problèmes etc. J'ai des problèmes de connexion Internet pour faire mes entretiens en ligne. J'ai plein de problèmes qui, aujourd'hui, me bloquent dans ma démarche. Donc, voilà, on est reparti des besoins et on est reparti des besoins pour définir pour répondre à ces besoins de manière au plus près et de manière optimale, on a développé un certain nombre d'outils qui ont évolué dans le temps et qu'on va combiner pour répondre au plus près des problématiques spécifiques des publics concernés par chacune des opérations qu'on va mener. Et ces outils s'organisent autour d'une application digitale dont on va voir qu'elle fournit effectivement le cadre, la méthode, le timing, en vous disant d'une certaine façon ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, et en vous accompagnant très loin sur ce chemin. Des ateliers collectifs en visio pour profiter de la force du groupe, et puis pour prendre en charge tout ce qu'on a vu en termes de solitude, et parce que c'est vraiment le lieu important de gestion de sa confiance en soi. Des séances de ce qu'on a appelé soutien opérationnel, on verra comment on les organise pour un suivi effectivement qui permet de vraiment débloquer les situations, c'est ça l'objectif. Et puis quand c'est possible, puisque des demi-journées de formation en présentiel, notamment au départ, souvent pour lancer, parce que ça permet effectivement de favoriser l'engagement quand c'est possible. Je dis quand c'est possible parce que dans les publics accompagnés, on a par exemple des demandeurs d'emploi de longue durée, seniors, non qualifiés, de zones rurales enclavées, dont le frein, il est justement le fait que, justement, la difficulté à se déplacer, par exemple, pour aller chez France Travail. Alors, très concrètement, on a des programmes qui vont durer entre 1, 2, 4 mois, 5 mois en fonction des problématiques, suivant qu'il s'agit d'un petit coup de poing, d'une opération coup de poing juste avant j'allais dire, pour les dernières étapes de la recherche d'emploi, ou si c'est un programme plus complet. Concrètement, le jour où vous êtes identifié, vous avez été repéré par France Travail, grâce à Olesio, eh bien, vous allez rentrer dans notre programme. En gros, très rapidement, vous allez avoir un premier appel préalable qui permet de valider les prérequis. Est-ce que la personne a bien, on va le voir, c'est nécessaire pour nous, effectivement, un ordinateur ou à minima un téléphone. Est-ce que la personne est bien dans une situation vis-à-vis de l'emploi qui permet à la fois vis-à-vis de la recherche d'emploi et vis-à-vis de la prise de poste qui lui permet d'intégrer ce programme. Et puis, parce que c'est l'occasion d'expliquer à la fois la démarche et les engagements et justement de contractualiser. Et ça, c'est effectivement très important. On retrouve ces étapes de mobilisation. C'est qu'en fait, ces premières étapes, c'est ce qui fait qu'on arrive à créer une dynamique. Et donc, c'est un appel qui paraît entre guillemets anodin, alors qui permet de clarifier les choses et de contractualiser les engagements de la personne et donc de la mobiliser.
À l'issue de cet appel, elle va être mise dans un groupe de formation en présentiel, idéalement, avec cette idée qu'effectivement, si je peux incarner le dispositif, mettre des visages, là aussi, crée de l'engagement et du lien avec le programme. C'est l'occasion, évidemment, de vérifier les problématiques techniques et donc, par exemple, très concrètement, d'inscrire les gens à l'application numérique sur leur téléphone et de vérifier qu'ils n'ont aucun problème d'accès à Teams. Et puis, bien sûr, de lancer les exercices, puisque c'est l'objectif, c'est vraiment une formation, mais, en focalisant évidemment sur j'allais dire, les problématiques qui sont beaucoup plus difficilement gérables à distance, puisque nous, notre travail est quasiment intégralement à distance, mais en l'occurrence pour travailler sur la manière dont je me présente, dont je tends la main, dont je me déplace dans une pièce, dont je me mets en scène, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je suis inscrit dans mon dispositif, j'ai une application, et cette application, c'est elle qui va si je prends l'exemple d'une recherche d'emploi de 4 mois, c'est elle qui va fournir le cadre et qui va fournir le cadre et qui va proposer la méthode que les personnes qui suivent le programme vont pouvoir suivre. Donc, très concrètement, cette application, c'est vraiment un coach personnel qui vous propose un programme d'action à réaliser par semaine. L'idée, c'est que tous les lundis matins, vous avez votre to-do list de la semaine qui a été travaillée les tâches ont été travaillées très longuement dans leur granularité et continuent à l'être pour être sûr qu'on lève bien tous les freins. C'est-à-dire que typiquement, pour des personnes éloignées de l'emploi, pour qui c'est très anxiogène, dire maintenant vous faites votre CV, c'est évidemment impensable. Le faire par petites étapes, dire alors voilà, une photo pro, c'est ça, on va travailler l'entête, etc., etc. Donc on travaille dans cette granularité. Et pour chacune des actions, vous avez des contenus pédagogiques sous la forme de fiches, mais plus souvent sous la forme de podcasts ou vidéos, qui vont vous aider à la réaliser. Le plus, il est dans le fait de proposer donc ce cadre structurant chaque semaine. Je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je dois avancer sur l'ensemble des thématiques, je ne suis pas perdu. Et en même temps, ça me permet un accompagnement qui, paradoxalement, par rapport à ce qu'on pense souvent sur l'accompagnement humain, est très poussé. C'est-à-dire que, typiquement, si dans mes actions, on me dit qu'il faut que je contacte des personnes de tel ou tel type, eh bien, dans l'application, vous allez avoir un modèle de mail que vous allez pouvoir envoyer à ces personnes. Ce qui va évidemment être impossible pour l'ensemble des actions si vous êtes dans un accompagnement qui se limite à l'humain. Donc, vous avez bien compris que dans le jeu entre le digital, l'humain, le collectif et l'individuel, l'intérêt, c'est de vraiment répondre là où chaque support ou chaque outil est le plus adapté. Voilà pour l'application digitale. Mais néanmoins, est-ce que l'absence ou la faible part du présentiel n'est pas un frein à l'accompagnement de ces publics dits vulnérables? Oui. Alors, c'est une question intéressante. Alors, c'est une question très intéressante et effectivement qui se pose. Alors, pour nous, très souvent, puisqu'on le voit dans les appels d'offres ou de manière évidente, il y a une sorte de survalorisation de la rencontre en présentiel, en oubliant qu'elle présente aussi des inconvénients. Que par exemple, on va le voir peut-être justement après dans la slide suivante, au fond, dans la méthode Mon Coach Mobilité, vous avez une multiplication des contacts. Et que notre expérience, elle est qu'entre un contact tous les 15 jours pendant 3/4 d'heure ou 1 heure avec une personne et 3 contacts de 20 minutes, en fait, le plus souvent, j'ai débloqué beaucoup plus de situations. D'autant plus que, effectivement, l'application a pour sa part, j'allais dire, à participer à gérer l'ensemble des aspects méthodologiques de la recherche d'emploi. Et c'est vrai qu'on se bat un peu dans les appels d'offres pour dire, vous savez, là, c'est dommage parce que vous insistez sur du présentiel alors que vous avez en plus des gens qui ont souvent du mal à se déplacer. Et dans notre expérience, c'est vrai que dans pas mal de cas, on parle à des gens qui sont dans leur voiture avec leur téléphone parce que ce sont des femmes, qu'elles ont dû accompagner leurs enfants à ceci, à cela, et que le présentiel n'est pas une solution pour elles, sans parler évidemment des territoires enclavés. Donc, l'application digitale, effectivement, c'est le lien d'une certaine façon. Pour nous, son corollaire, c'est les ateliers collectifs.
C'est-à-dire que l'application, elle est, on en est absolument convaincu, elle est super, mais elle est comme toutes les applications super que vous utilisez pour chacun des sujets spécifiques de sport ou autre, c'est qu'elle est super, la promesse est réelle, mais au bout de 15 jours, vous abandonnez. Et donc, effectivement, les ateliers collectifs, c'est vraiment le complément indispensable. Ce sont des ateliers qui sont organisés tous les 15 jours avec un groupe stable de 6-8 personnes. Et l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique. L'idée, c'est de mettre en pratique les acquis de l'application, donc sous forme d'exercices pratiques. Donc, je fais la pédagogie de l'application et tout ce qui a pu me freiner, me bloquer, que je n'ai pas réussi à faire dans l'application, ça va être l'occasion de le faire. Et puis, c'est clairement le lieu où on sort de l'isolement, où on développe sa confiance en soi et où on nourrit sa motivation. Donc, des ateliers collectifs tous les 15 jours. Et puis, là, je pense qu'on est les seuls à le proposer, en tout cas, cette forme-là, ce qu'on a appelé un soutien opérationnel individuel. Ce soutien opérationnel, l'idée, c'est de définir un volume d'heures à l'intérieur duquel on va pouvoir proposer de manière extrêmement souple, en fonction des problématiques de la personne, des interventions courtes de 20 minutes, de 40 minutes, ça peut aussi durer 1 heure, qui du coup peuvent être souvent très rapprochées, donc dans le cadre, une fois plus, d'une durée totale. Et l'idée, c'est que ce soit un soutien très concret, très opérationnel sur des problématiques dans lesquelles on va notamment faire avec. C'est-à-dire que typiquement, en fait, mon immersion facilitée, en fait, j'arrive pas à trouver les entreprises et la personne, donc le Marco par exemple, ou Capucine qui sont sur l'écran, vont le faire avec moi. J'ai effectivement besoin d'un CV et clairement, je ne maîtrise pas les outils. On va le faire ensemble très rapidement, de manière efficace. Et donc, on va pouvoir lever l'ensemble des freins, mais ça inclut le fait de devoir, par exemple, de régler les problèmes de connexion informatique, de Internet, etc. Voilà. Et simplement, pour finir, au fond, transversalement, j'allais dire, à ces outils dont l'idée, évidemment, derrière, il y a transversalement l'idée qu'au cœur de ce dispositif, il y a le fait de faire découvrir et faire rencontrer les entreprises, les entreprises locales, notamment, évidemment. Voilà, ce qu'on nourrit avec un certain nombre d'outils et de notre connaissance d'un certain nombre de dispositifs. Et donc, la conclusion, au fond, si on passe à la slide suivante, je passe rapidement sur celle-ci, mais la conclusion, au fond, quand on demande aux personnes à la fin, dans les études de satisfaction, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a été le plus utile, ce qui nous intéresse, c'est de nous rendre compte que, au fond, on a bon an, mal an 4 quarts dans une très grande majorité des réponses, avec un quart qui nous dit, à moi, l'application, c'est ce qui m'a le plus aidé, ou alors c'est les ateliers collectifs, ou alors c'est le soutien individuel, et puis un quart, un gros tiers ou un tiers qui nous dit, c'est l'alliance des trois. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de se rendre compte que c'est essentiel de pouvoir proposer des dispositifs qui permettent une appropriation à tous, avec chacun sa problématique, avec chacun ses difficultés. Et si je dois faire une conclusion sur l'accompagnement, enfin sur ce qu'on retient d'une certaine façon de l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, au fond, il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans le fait de constater à chaque fois qu'on a des personnes qui ont énormément de freins au départ. Et donc, on se dit effectivement, oulala, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce qu'on va faire, c'est effectivement difficile. Et en même temps, le constat qu'une fois levés les premiers freins, notamment en termes de confiance en soi, en fait, on est sur des cibles qui vont beaucoup plus vite vers l'emploi. C'est-à-dire que très souvent, si je compare avec d'autres cibles, les 2 premiers mois d'un accompagnement, par exemple, sont effectivement plus difficiles, plus lourds, entre guillemets, en termes d'accompagnement nécessaire. Et en même temps, au moment où, j'allais dire, les chevaux sont lancés, à ce moment-là, on va plus vite. D'accord. Alors, beaucoup de questions sur votre démarche, sur vos méthodes. Voilà. Alors, sur les publics également. Donc, prenons la première question, les personnes éloignées ça concerne tous les âges. Je fais de l'accompagnement RSA, moyenne d'âge 40 ans, et j'interviens sur Q2R. Je trouve dommage de souvent évoquer la population jeune et d'oublier les autres. Qu'en pensez-vous? Quel focus pouvez-vous nous apporter? Nous sommes bien souvent démunis. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est
Et effectivement, nous, j'ai cité ce qu'on a fait pour les seniors, et c'est vrai que les seniors, c'est une des cibles sur lesquelles peut-être il y a moins d'appels à projets, par exemple, sur lesquels on répond, alors que c'est une des cibles sur lesquelles l'efficacité est la plus évidente. C'est-à-dire que typiquement, les seniors ont souvent, on est face à des personnes qui ont intégré des freins très forts liés à leur âge. De toute façon, je ne trouverai jamais, etc. De toute façon, je suis plus. Enfin, donc des freins très forts au départ, mais qui ont une forme de liberté derrière, dans la rencontre des entreprises, dans le fait qui fait que dans un deuxième temps, typiquement par rapport à ce que je citais comme dans ma conclusion, on a des résultats particulièrement efficaces. Tout à fait. Sur les publics encore, nous avons beaucoup de personnes dont la pratique de la langue française est une difficulté. Comment gérez-vous cela en atelier collectif digitaux? Alors, c'est vrai que effectivement, on a parlé des prérequis tout à l'heure et que aujourd'hui, on est en train justement de développer et de réfléchir à la manière dont on peut intégrer cette problématique. Pour l'instant, le prérequis, c'est que j'ai un smartphone et que j'ai une maîtrise minimale de la langue française. Alors, c'est vrai que pour ce qui est des bénéficiaires du RSA, quand on a commencé la première fois, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on a des personnes qui ont un niveau socio-académique extrêmement varié. Donc, un groupe de RSA, c'est des gens dont le point commun est souvent des accidents de parcours, mais qui vont dans le même groupe, je vais avoir des gens à Bac+5 et des gens qui n'ont pas du tout de formation et des difficultés, par exemple, avec l'écrit. Et donc, ça a été particulièrement intéressant pour nous quand je parlais de granularité et puis des contenus pédagogiques qui sont associés, pour qu'effectivement, chacun puisse trouver les éléments qui vont lui être particulièrement utiles, par exemple avec des petits films très simples qui permettent de faire le résumé de chaque contenu, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne travaille pas encore sur des personnes qui parlent pas, qui n'ont pas un niveau minimal de français. Il y a beaucoup de questions autour des personnes souffrant d'électronisme ou d'analphabétisation, d'illettrisme, etc. Alors, ceci dit, ça fait partie du projet. C'est-à-dire que quand je parlais de la formation en présentiel et que je disais c'est une grosse part, en fait, d'être sûr que mais tout le monde n'arrive pas en maîtrisant parfaitement Teams ou en utilisant. Le seul point, c'est qu'ils ont un smartphone effectivement en état de marche, et ça fait partie aussi de notre travail de les accompagner sur cette dynamique. Des questions peut-être un peu plus techniques. Combien d'entretiens individuels maximal proposez-vous et quelle est la fourchette tarifaire proposée? Mais combien de... Alors, typiquement, là, tout à l'heure, on parlait, si je prends j'allais dire le programme type, par exemple, qui a été utilisé dans l'ensemble des expérimentations pour les bénéficiaires du RSA, c'était un programme de 5 mois, donc 4 mois digital plus 1 mois dans notre application digitale. Évidemment, il y a la possibilité de suspendre l'application pendant, en l'occurrence, 1 semaine par mois, donc 4 semaines pour 4 mois, parce que j'ai le droit aussi de partir en vacances, ou simplement parce que j'ai pris du retard, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je veux pouvoir continuer à avancer. Donc, je vais avoir mes 5 mois. Pendant ces 5 mois, donc, je vais avoir en gros 10 ateliers collectifs ou 11 ateliers collectifs qui vont me perdre donc, tous les 15 jours. Et puis, en fait, on va proposer un volume qui peut être élargi quelque peu, mais un volume de 4 heures, 4 heures et demie de soutien opérationnel. Mais une fois de plus, là aussi, on va commencer avec un rythme qui va être, par exemple, d'une demi-heure par semaine. Et puis, rapidement, on va adapter et se dire, bon, ben là, ça va. Ah ben non, je t'appelle. Et effectivement, on est très souple dans la réponse. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir nous contacter, dire, oh là là, j'ai un entretien après-demain, est-ce qu'on peut se parler demain? Et effectivement, qu'on puisse répondre à cette sollicitation-là. Puisqu'on voit bien que la réactivité, c'est clairement la réactivité et le fait d'être aux côtés, d'être présent, en fait, de manière très souvent, c'est ce qu'on a mis au fond à la fois dans les critères d'efficacité, la fréquence des contacts et cet accompagnement en continu qui ne lâche pas la personne, qui est clairement un critère important de la réussite.
Une dernière question, peut-être de savoir si votre coach personnel est une IA, un robot conversationnel, et si tel est le cas, comment est-il articulé avec l'accompagnement humain à distance? Comment est-il? Alors, il inclut des modules, effectivement, et notamment, par exemple, des modules France Travail. Là, on travaille sur l'intégration de modules France Travail qui permettent d'analyser facilement un CV, qui permettent, etc. La complémentarité entre l'application digitale et l'accompagnement humain, elle est d'abord dans le fait que les intervenants, aussi bien s'il y a des formations en présentiel, mais surtout les chargés de soutien opérationnel, sont évidemment formés, ils connaissent très bien l'application et suivent le programme, connaissent très bien le programme qui va être, ou bien pris connaissance du programme qui est proposé à la personne. Donc, donc ce qui se passe dans l'application fait vraiment l'objet d'un parallélisme important, et dans certains cas, dans un grand nombre de cas, l'animateur d'un atelier collectif va dire ah ben justement on va le faire aujourd'hui, mais allez regarder dans la bibliothèque de l'application, parce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter l'application, mais évidemment il y a une bibliothèque, c'est aussi un outil pour prendre des rendez-vous, pour organiser vos contacts, pour faire le suivi des annonces auxquelles vous répondez, etc. etc. Mais en tous les cas, donc l'animateur va pouvoir travailler sur un sujet, et puis à un moment où on n'a pas le temps de le travailler en atelier, vient dire ah bah allez voir, regardez dans la bibliothèque, vous avez effectivement des contenus là-dessus, il y a un petit film là-dessus qui va te montrer, etc. etc. Ah, donc les deux travaillent vraiment dans une très forte complémentarité. Il y a encore beaucoup de questions notamment autour des publics, mais il y aura des adresses de contact. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à contacter sur les prestations, la façon dont travaillent nos deux startups. N'hésitez pas à les contacter. Je voudrais quand même peut-être leur laisser un petit mot de conclusion, si vous souhaitez, avant qu'on achève ce webinaire, si vous avez un mot à ajouter. Je ne veux pas Non, bah merci à toutes et tous d'avoir participé. Bah, je pense que vous passez à la dernière page, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à poursuivre l'échange, et puis à regarder comment travailler ensemble sur vos sujets, sur vos problématiques, et comment œuvrer pour toutes ces questions ensemble. Et en effet, une fois, en tout cas pour le volet repérage, repasser le message que c'est comme tout, en fait, c'est un métier sur lequel on se professionnalise et sur lequel on peut avoir des résultats, si tant est qu'on a des méthodes, des outils, etc. Et du coup, nous, on peut être là pour vous accompagner là-dessus. Et merci beaucoup. Et j'allais dire la même chose que Sébastien, mais sur la partie maintenant accompagnement vers l'insertion, puisque donc n'hésitez pas à nous contacter. Les solutions existent. Font la preuve de leur efficacité, et on serait très heureux de pouvoir vous les présenter plus avant. Alors, ce webinaire touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos deux startups d'avoir apporté leur éclairage et exposé leurs pratiques innovantes sur le sujet de la remobilisation des publics les plus éloignés de l'emploi. Alors, retrouvez-nous aussi sur le site du Corner de l'innovation de Centre Info, dont l'adresse figure sur cette slide. Et puis, pour aller plus loin sur la thématique, n'hésitez pas non plus à consulter notre veille thématique sur la rubrique public éloigné de l'emploi, formation, reconversion, insertion, sur le site ressources de la formation de Centre Info. Et puis, nous espérons vous retrouver pour le prochain webinaire du Corner avec 2 autres startups début novembre. Et toutes les informations figureront à la fois sur le site de Centre Info et sur le site du Corner de l'innovation. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.